Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Un seul titre à la une de cette édition. Task Force de la lutte contre la malnutrition. 20 maires de la région de l'extrême nord répondent aux abonnés absents à la réunion de concertation pour la mise en place d'un fonds spécial. Les attaques de Boko Haram ayant paralysé les activités dans leur commune, ils sont à bout de ressources pour soutenir la croisade contre la malnutrition dans cette partie du pays. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du 20h. L'on a frôlé le pire ce matin à Loum, dans le département du Mungo. Le chauffeur d'un camion de transport de sable ayant quitté la ville de Douala pour Loum a perdu l'usage de ses freins et foncé droit dans un domicile où étaient endormies plusieurs personnes. Les infortunés s'en sont sortis avec des blessures. Le récit des faits, c'est dans ce reportage de Georges Mitterrand-Dame, Jacquino Moulon et Martin Abonda. C'est un miracle au vu de l'ampleur de cet accident survenu ce matin dans la localité de Loum. Le bilan fait état de la destruction d'une habitation, des biens matériels et 3 blessés dans une maisonnée de 8 personnes. On a voilà 4 personnes, voilà 5, 6, 7, nous sommes au moins même à 8 dedans là. Oui, mes frères sont en train de sentir mal partout. On ne sait pas encore la situation puisqu'ils sont couchés à l'hôpital. Ça a tout écrasé dedans, ça a tué mon petit frère, là où le camion a pris, c'est là où mon petit dort et sa femme. Ils sont 3 blessés. Il y a l'enfant et lui et sa femme. Les faits se déroule le petit matin dans les coups de 5 heures au quartier 103. Selon nos sources, le chauffeur de camion transportant la pouzzolane aurait perdu le contrôle du véhicule et fini sa course dans cette maison. Les sinistrés, surpris par le vacarme étourdissant, se réveillent face à l'engin qui aurait pu leur ôter la vie. N'eût été la main du Seigneur, d'après leur témoignage. Je me suis levé le matin à 5 heures. Mon locataire me réveille que ouvre la porte, je sors la moto pour aller travailler. Dès qu'il ne sort pas, ça en fait 5 minutes. Je comprends un bruit qui se passe. Je vais sortir la tête pour voir ce bruit sur le camion qui se retrouve sur nous. Pendant ce temps, ma petite soeur était derrière moi, elle fuit par derrière, je sors aussi par devant. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés sans savoir comment le choc est arrivé. Je comprends un bruit, boum! Je me suis dit que ouais, qu'est-ce qui arrive du coup à l'instant? Je n'ai même pas su ce qui est arrivé. J'ai couru maintenant, fui, aller maintenant dans la chambre pour porter l'enfant. Chacun a maintenant fui, on a entré dans les chambres maintenant pour chercher les enfants. Maintenant chacun s'est sauvé, mais mon grand frère était en train de me chercher. Puisqu'il a pris son côté, j'ai pris mon côté. Mais voici maintenant il était en train de me chercher. Il dit que où ma petite soeur, où elle est morte, je ne connais pas. Dès qu'il a maintenant fouillé jusqu'à continuer par derrière, maintenant il m'a vu, il a dit merci Seigneur. Plus de peur que de mal, même si certains membres de cette cellule familiale sont en soins à l'hôpital de district, il n'en demeure pas moins vrai que cet accident aurait pu entraîner une hécatombe. Et parmi les causes de ces accidents de la circulation, il y a l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route, mais également le manque ou le défaut de sommeil chez certains conducteurs avant de prendre la route. Face à ces différents manquements, le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun vient de faire l'autopsie de la situation à Bertois dans la région de l'Est. Objectif, préparer un avant-projet de loi sur la sécurité et la prévention routière au Cameroun. Benjamin Sam. La nationale numéro 10, comme les autres axes routiers du pays, n'est pas à l'abri des accidents de la circulation. Le taux d'accidents sur nos axes routiers, notamment sur la nationale numéro 10, comme vous l'avez dit, est à l'image du taux d'accidentologie sur la République, l'ensemble du territoire national. C'est tellement inquiétant. Aujourd'hui, quand vous vous déplacez, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez arriver à destination dans de bonnes conditions. Nous sommes tous dans une psychose généralisée.
Et c'est pour trouver des solutions définitives à cette saignée sur nos routes que le syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun vient de réunir ses partenaires de la région de l'Est. Il faut pour cela prendre des mesures conséquentes pour que nous puissions réduire au strict minimum ce risque d'accident-là. Les causes sont très nombreuses. Il y a des causes naturellement humaines qui sont les plus déterminantes peut-être. Il y a les causes matérielles. Il y a bien sûr les causes, n'est-ce pas, environnementales. Si le déficit de communication plombe la formation dans les auto-écoles, il y a aussi la tribu qui devient un facteur de recrutement de chauffeurs. Les chauffeurs sont recrutés en bonne et due forme par les agences. Généralement, c'est un cousin du village, c'est un neveu, c'est un frère qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire au village, on dit viens te débrouiller ici. Les chauffeurs dans les sociétés de transport public ou des marchandises, la plupart, je dirais même plus de 50%, sont ceux-là qui s'expriment beaucoup plus en Fufulde. Or, je ne sais pas si les auto-écoles donnent la formation en langue Fufulde. Pour les forces de maintien de l'ordre, témoins des hécatombes sur nos routes, le manque de repos des conducteurs est à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Ce genre travaille sans repos. Ils travaillent sans repos parce qu'ils ont l'obligation de résultat pour pouvoir nourrir leur famille. Le syndicat national des transporteurs routiers et autres partenaires de la route préconise le recyclage des conducteurs et la construction de nouvelles routes. Il faut nécessairement que tous ceux qui obtiennent le permis de conduire ou alors tous ceux qui en sont des détenteurs puissent faire soit la formation à la base, soit faire des recyclages pour pouvoir se mettre à niveau. Les matériels roulants que nous avons, ça peut être le vélo, ça peut être la moto jusqu'au véhicule, les camions. Le matériel doit être dans une situation technique acceptable. Toutes ces idées mises ensemble pourront aider les pouvoirs publics pour un avant-projet de loi sur la prévention et la sécurité routière au Cameroun. Mouvement d'humeur au Matjeni, la température de la fièvre baisse. Les employés grévistes et le directeur général de cette entreprise ont fait des concessions pour ramener la sérénité au parc national de matériel de génie civil. L'aile radicale entend poursuivre la grève s'ils ne sont pas rétablis dans leurs droits. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essenge et Gizogo. Au parc national de matériel de génie civil Matjeni, si ce n'est pas encore la calmie totale, des gestes d'apaisement sont à l'ordre du jour. Au terme d'une réunion entre le gouverneur de la région du centre et les employés mécontents, il est question de dialoguer. Il a pris acte et il a décidé de rendre compte à la haute hiérarchie qui est le chef de l'État. Il nous a renvoyé vers une négociation que nous attendons. Le directeur général vient d'être là avec les forces de l'ordre. Vous voyez que nous avons ouvert quand même l'entrée. Vous voyez que l'entrée est ouverte pour lui permettre de travailler. En guise de réponse aux grévistes, le directeur général a formulé des propositions. Il a fait des concessions. Il nous a donné sa proposition en nous disant que bientôt il va encore payer 2 mois de salaire sur les 13 que nous réclamons. Et il nous a montré la photocopie de la lettre en demandant au ministre du Travail qu'il organise les élections de délégués du personnel au sein du Matjeni. Mais celles-ci, bien que prises en compte, n'ont pas encore déterminé les employés du Matjeni à renoncer à leurs revendications. Ils promettent même d'intensifier le mouvement. Les gars ont faim, il faut qu'il y ait quand même de l'argent, et c'est ce que nous attendons. Nous sommes disposés au dialogue, mais ventre affamé n'a point d'oreille. Le mouvement va se poursuivre. Il risque même de s'étendre sur l'ensemble du territoire. Au-delà, les inquiétudes des employés portent sur l'état de santé général du Matjeni qu'ils jugent inquiétant. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des concessions en se limitant rien qu'au salaire. Il y a une guerre à l'intérieur de l'entreprise qui oppose le directeur général et le président du conseil d'administration. Il y a le personnel qui est divisé déjà en deux. Il y a un personnel qui est derrière le directeur général et un autre qui n'a personne. Et il y a des représailles même. Certains responsables qui ont perdu leur poste, lequel se retrouve aujourd'hui au poste de collaborateur. Un poste qui n'existe pas dans l'organigramme du Matjeni, que le directeur général lui-même venait de créer. Alors qu'une première réunion d'évaluation devait avoir lieu en fin de semaine, le Matjeni reste sur des charbons ardents. Je vous attends sur place.
La localité de Toubouro se remet peu à peu du vent d'insécurité qui a soufflé sur ses populations. La stratégie d'autodéfense mise sur pied par l'armée et les comités de vigilance commence à porter des fruits. C'est du moins ce qui ressort de la tournée du général Aga Robinson dans la Damawa. D'autres précisions dans ce reportage de Kedjara et Jean-Blaise Noupéye. Se dirigerait-on vers un retour de la sérénité à Toubouro après le vent d'insécurité qui a soufflé il y a peu sur la localité? Oui, répond le général Robinson Aga, après une tournée de grande envergure effectuée dans la région de la Damawa. Nous avons présidé des séances de travail à Toubouro et à Ngaoundal. Et nous avons, ici à Ngaoundéré, nous avons fait le tour d'horizon. Et je peux donc affirmer ici que la situation est maîtrisée dans la région d'Adamawa, et surtout le long des frontières. Situé à la frontière entre le Cameroun et le Tchad, Toubouro est victime depuis plusieurs mois d'incursions de rebelles en provenance du Tchad et de la secte Boko Haram qui pille, kidnappe et tue les riverains. Une situation qui a conduit l'armée camerounaise et les populations de Toubouro à mettre sur pied des dispositions particulières. Nous repartons très satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain. Les mesures prises portent ses fruits, les frontières sont tenues et le moral est bon. Et nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain. Et nous sommes aussi descendus pour galvaniser nos hommes et les encourager de travailler en synergie avec les autres éléments et les populations et les autorités administratives et traditionnelles. Après la mise en application de ces mesures, les choses se sont améliorées certes, mais des cas d'attaques isolées restent tout de même enregistrés. Donc à ce jour, je crois qu'il y a quand même des cas d'insécurité sporadique, mais la situation est sous contrôle grâce à l'appui de ces forces-là. Au cours de sa tournée, le général Robinson Aga a recommandé aux populations et aux militaires installés dans la localité de continuer leur collaboration afin que les complices installés à Toubouro ainsi que les rebelles venus d'ailleurs puissent être identifiés et interpellés. Restons dans le septentrion où la région de l'extrême nord est de plus en plus menacée par la malnutrition. Les enfants constituent la couche la plus exposée. Principale cause, les exactions de Boko Haram qui ont fait migrer les populations vers les centres urbains, aujourd'hui soumis à une forte demande en denrées alimentaires. Amadou Daïrou et Gladys Sidi. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus touchés par la malnutrition dans la région de l'extrême nord. La situation s'est davantage détériorée ces dernières années à cause, entre autres, de la guerre contre Boko Haram et de la sécheresse. Afin de trouver des solutions à ce problème, les maires des communes d'arrondissement se sont réunis et ont décidé d'allouer un fonds spécial pour soulager les populations en détresse. Cependant, les moyens déployés par les communes d'arrondissement restent très limités. Par rapport à cette préoccupation, notre commune est une commune vraiment fouettée par les atrocités de BH qui a fait déplacer des grandes communautés dans l'arrondissement de Kolofata, dans les secteurs frontaliers de Ouaza, Bonderi et Koso. Tout ça sont localisés à Mora. Maintenant, ces personnes qui sont déplacées n'arrivent pas à subvenir à l'autosuffisance alimentaire, faute de champs arables, faute de moyens. Tout ceci concourt à la malnutrition des enfants. Maintenant, on demande à ce que la commune intervienne dans ce domaine. Bien sûr, la commune doit intervenir, elle intervient même dans beaucoup de rubriques dans nos budgets. Nous avons des subventions dans les problèmes des légumineux, dans les trucs des céréales, tout ça. Ça veut dire que nous sommes en train de lutter contre ces fléaux. Mais la commune, elle seule, ne peut pas, d'autant plus que toutes nos activités économiques sont au ralenti. Il y a urgence maintenant de faire en sorte que nous les maires, nous mettions sur place, nous nous mettions ensemble pour faire face à ce problème de malnutrition qui est en train de sévir un peu partout dans la région. Vous savez, le taux est très élevé. Alors il faudrait que
au niveau de notre réseau, nous puissions faire une sensibilisation. À côté du mil et du sorgho, les populations sont sensibilisées sur la culture d'autres denrées alimentaires pouvant leur permettre d'avoir des repas équilibrés. La pauvreté est en train de vivre et en train de faire surface sur l'ensemble de l'arrondissement de Kolofata parce qu'il n'y a aucune activité économique qui peut essayer de pallier à ce manquement. Et nous avons, avec l'association, l'implication des élites, nous avons initié la diversification des aliments dans le sud de ma commune. Et je puis vous rassurer que cette année, on a un problème, c'est d'évacuer le trop produit d'oignons par exemple. Et toute l'année, tout le monde a accès à la tomate et bientôt, tout le monde également aura accès aux divers fruits, puisque nous sommes en train progressivement d'amener les populations sous forme de contamination à adhérer à ces choses-là qui sont si petites, si faciles. Donc tout doucement, je vois que nous attendons la grande échelle. Il faut avoir le courage de commencer, je pense que c'est ça la solution durable. Pour cette initiative, sur les 47 maires que compte la région de l'extrême nord, 27 ont répondu présents à la réunion de concertation. Les absents ont été invités à rallier la cause qui vise à réduire considérablement la malnutrition dans une région qui subit de plein fouet les exactions de la secte islamiste Boko Haram. Autre sujet d'actualité dans ce journal, la Banque africaine de développement au secours du Cameroun. L'Institut bancaire veut s'impliquer dans la réalisation des projets de développement dans notre pays. C'est du moins ce qui ressort ou l'essentiel à retenir de la rencontre entre le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mé, et le représentant résident de la BAD arrivé en fin de séjour. D'autres précisions dans ce reportage de Joël Essengue et Guizogo. Quand l'Union européenne et le Cameroun discutent, forcément que la question des accords de partenariat économique, APE, s'invite au débat. C'était bien le cas lors de la première rencontre officielle à Yaoundé entre le nouveau chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun et le ministre de l'économie et de l'aménagement du territoire. L'Union européenne consent qu'il y a des réglages à opérer, notamment sur la question des règles d'origine consistant à un traitement tarifaire préférentiel pour les exportations. Il est convenu qu'effectivement on allait essayer de régler l'aspect règles d'origine dans les mers de lait et ça a été reconfirmé par le Minipat aujourd'hui. Donc on a plein espoir qu'effectivement ça pourra se régler rapidement et qu'on pourra effectivement passer à une étape suivante dans le cadre des APE. Mais l'Union européenne n'entend manifestement pas s'enfermer dans les accords de partenariat économique et souligne que d'autres centres d'intérêt la lient au Cameroun. Nous avons fait un tour d'horizon sur l'état d'avancement de l'ensemble de notre coopération au développement avec le Cameroun. Et nous avons surtout aussi discuté des perspectives d'avenir. À cet effet, les aménagements qui sont en cours dans le cadre des contours de sa coopération sont évoqués. C'est le cas notamment avec l'entrée dans l'ère des accords post-Cotonou et la disparition du Fonds européen de développement FED. Nous quittons le cadre de Cotonou et du Fonds européen de développement pour passer dans une nouvelle ère post-Cotonou avec une coopération tout aussi intense, mais dans un cadre légèrement modifié et adapté aux nouvelles réalités du monde. À l'évidence, Yaoundé et Bruxelles, comme de bons amis, n'oublient pas de discuter assez régulièrement, même des sujets délicats comme les accords de partenariat économique. Il s'agissait plutôt d'une rencontre entre le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mé, et le chef de la délégation de l'Union européenne. Parlons à présent de la protection de l'environnement. La société civile engage des journalistes camerounais à faire la lumière sur le processus de la reconversion des forêts qui suscite des grincements de dents au sein des populations, auprès des populations de Campo et Niété sur les 60 000 hectares de forêt. Marcelin Gonsop.
Voici 2 ans que le gouvernement a engagé un processus de conversion des forêts en mettant en avant les avantages économiques, lesquels incluent des revenus subséquents et la création de nombreux emplois. Sauf que les populations riveraines des zones forestières concernées ne voient pas toujours d'un bon œil la dynamique de conversion impulsée par le gouvernement. L'exemple des arrondissements de Campo et de Niété, où l'implantation en cours d'une vaste plantation agro-industrielle suscite des remous en raison des effets néfastes sur l'environnement et les populations. C'est la toute première fois qu'on assiste au déclassement d'une forêt, du domaine forestier permanent pour une plantation agro-industrielle. La compensation n'a pas été faite premièrement dans la même zone écologique, ce qui fait que on ne peut pas dire que cette compensation permet de préserver les mêmes types d'espèces animales et végétales. Il se trouve malheureusement que plusieurs aspects liés à la conversion des forêts ne sont pas toujours mis en lumière ou ne sont pas suffisamment analysés. D'où la main tendue de la société civile en direction des journalistes pour une meilleure information et sensibilisation du public sur cette importante problématique. On se retrouve dans la conversion d'une UEFA qui était certifiée et censée être gérée de manière durable. Et ça était un espace qui était destiné à être uniquement une forêt. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un espace qui sera non forêt. Et donc c'est un scandale en matière de gestion forestière. C'est ce qui justifie aujourd'hui qu'on se retrouve avec les médias et en face de nous la thématique forestière pour voir quelles sont les violations environnementales, mais aussi et surtout les violations des droits des communautés face à leur bien naturellement offert qu'est la forêt. Organisé par le service d'appui aux initiatives locales de développement et la fondation Friedrich Ebert, cette formation a pour but d'améliorer les connaissances des femmes et hommes des médias sur les problématiques environnementales et sociales liées à la conversion des forêts. Et la plus grande de ces attentes est de créer au sein de la sphère médiatique cette fibre environnementale, cette sensibilité environnementale qui fera qu'au sortir d'ici, partout où violation des droits communautaires ou alors des droits environnementaux se feront, qu'ils soient, n'est-ce pas, là pour rendre plus audible la voix des communautés qui malheureusement ne se fait pas entendre où il le faut pour que de bonnes décisions soient prises. Il en est de Campo et de Niété, dans le département de l'Océan, comme de plusieurs autres localités du pays, où le désarroi et l'amertume se sont emparés des populations, depuis que le gouvernement a engagé le processus de conversion de certaines forêts pour l'exploitation forestière et l'agriculture. Parlons santé à présent. Quelles mesures alternatives efficaces pour lutter contre le cancer du col de l'utérus? La société civile et des universitaires étaient réunis à Bafoussam dans la région de l'Ouest pour trouver des voies et moyens pour réduire la prévalence de la maladie. Leclerc Sakem nous en dit un peu plus. Le cancer du col de l'utérus reste une véritable gangrène qui mine la jante féminine malgré les avancées de la médecine. Les chiffres sont suffisamment prégnants. À titre illustratif, 18,1 millions de nouveaux cas et 9,5 millions de décès ont été comptabilisés en 2018 dans le monde. Le Cameroun n'est pas en reste. En général, au Cameroun, le diagnostic précoce est limité par le manque de moyens de laboratoire. Et la prévention des maladies en général fait défaut. On privilégie le traitement qui arrive souvent beaucoup plus tard. Donc, il s'agit tout simplement de penser pour les cancers, comme pour toutes les autres maladies, à la prévention. Le fardeau pèse sur nos communautés. La meilleure défense, c'est l'attaque, dans ce cas du cancer du col de l'utérus. Malheureusement, cette réalité peine à être comprise par les principaux concernés que sont les femmes. 100% des cancers, par exemple du col de l'utérus de la femme, sont d'origine infectieuse, due au papillomavirus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on détecte à temps cette infection chez la femme, on peut traiter le cancer ou alors on peut prévenir le cancer chez cette femme-là. Nous avons constitué un task force responsable pour ça qui se dépêche vers la communauté. Je peux dire, dimanche passé, on a eu à dépister 45 femmes dans une communauté à une quarantaine de kilomètres de Bafoussam. Ceux qui sont plus exposés, par exemple des fumeurs, ceux qui ont eu les membres de leur famille décédés suite à un cancer particulier,
Donc ceux qui ont un risque génétique, il faut se faire dépister sans attendre l'apparition des signes et symptômes. C'est au vu de ceci qu'une équipe de médecins vient se regrouper à l'hôpital régional de Bafoussam pour explorer de nouvelles approches propices pour une plus large sensibilisation pour accentuer la prévention et les méthodes alternatives de traitement. All synergic efforts are needed to be able to fight cancer because the rate of prevalence of cancer in Cameroon is growing and the situation is very alarming. So we as a DAD alumni, we have an association and we organize this conference to take place here in Bafoussam in order to examine the ways by which we can talk about the treatment and management of cancer in Cameroon, especially bringing in innovative measures that can, and alternative measures that can be used to help ameliorate the situation of cancer in this country. Si des actions de grande portée ne sont pas menées, l'on se situerait, selon les prévisions, à 29,5 millions de nouveaux cas et 16,4 millions de décès par an dans le monde d'ici 2040, d'où l'urgence. Parlons à présent du sport. Sur le chemin de la CAN, ce soir, nous évoquons les considérations tribales et ethniques qui ont été à l'origine de la création des clubs en Afrique. Les colons avaient instrumentalisé la naissance de ces équipes en vue de diviser pour mieux régner. Mais avant cela, faisons escale au Nigeria et au Ghana sur l'introduction du football dans ces deux pays. C'est avec Jean-Paul Chouniat. Ça me fera souffrir toute ma vie durant. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie. Here on the west coast of Africa is this land of 5 million people, known for centuries as the Gold Coast. À l'opposé de l'Afrique australe, où les missionnaires et colons britanniques introduisent le football en tout début des années 1860, le premier ballon de foot atterrit dans les colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest au début de l'an 1900 par des marins qui sillonnent toute la côte du golfe de Guinée jusqu'en Gambie. Ainsi, les colons dressent leur base sur les terres de la Gold Coast, l'actuel Ghana. Les colons, à leur arrivée, se sont installés à Cape Coast. Ils y ont introduit le football. Et c'est de là que part toute l'histoire du football ghanéen, avec la création du mythique Hearts of Oak Sporting Club, le révèle le journaliste ghanéen Nkwabena Yeboah. Then the idea started spreading along the coast because that was where most of the colonialists first stayed. So it spread and the Hearts of Oak. Et c'est de là qu'est fondée l'équipe de Hearts of Oaks en 1911. The oldest existing team in Ghana. Voyant les marins pratiquer ce sport sur la plage, le football envahit la capitale Accra et quelques villes du pays. Des petits clubs se créent ça et là. Ainsi voit le jour le premier championnat ghanéen, baptisé Accra League. The Ghana Football Association succeeded the Gold Coast Football Association, which founded in 1920 and one of the oldest football associations in Africa. Et le 31 août 1935, le club de l'Ashanti Kotoko de Kumasi entre en scène. C'est le départ de la belle aventure de ce sport roi au pays de Kwame Nkrumah, dont les clubs et l'équipe nationale, les Black Stars, vont s'illustrer sur la scène continentale. Sautant les territoires ceintures du Togo et du Bénin sous domination coloniale française, le ballon de foot atterrit au Nigeria, mais l'histoire ne révèle pas la date exacte. On August the 29th, with their manager, Captain D.H. Holley, the Nigerian football team arrived at Liverpool to face a stiff program of 9 matches against England's strongest amateur teams. Du moins la création de la Nigeria Football Federation, que des sources situent en 1933, tantôt en 1945, témoigne bien de l'appropriation locale du foot et son développement au Nigeria. Le pays des Super Green Eagles va connaître une intense activité de football à partir de 1940, avec la sélection nationale qui livre son premier match officiel le 8 octobre 1949. Victoire 2-0 sur la Sierra Leone, une autre colonie britannique. À l'exception du Congo belge, où les Noirs sont autorisés et même encouragés à jouer librement au football, ce sport dans les autres parties du continent a été dans un premier temps un moyen d'exacerbation de la discrimination et la promotion de la ségrégation raciale, comme ce fut le cas avec la politique d'apartheid en Afrique du Sud, relate l'historien camerounais Pierre Essama Essomba.
les Noirs n'avaient pas le statut de citoyens. Donc ils ne pouvaient pas normalement jouer contre des équipes constituées par des Blancs, qui étaient des citoyens français. Donc les Blancs jouaient entre eux et les Noirs se sont dit, nous aussi on va essayer. Et ils ont commencé donc à constituer des équipes. Deuxième malheur causé par le football sur le continent, le tribalisme. Les colons ont utilisé ce sport populaire pour instrumentaliser les communautés nationales, les unes contre les autres, encourageant surtout la création des équipes sur des bases ethniques et identitaires. Capatant, l'Éthiopie et le Cameroun, à l'image de la répartition ethnique dans les grandes villes, à l'instar de Douala, avec le Caïman Club pour les Aquas, le Rix Bellois pour le canton Bel, le Léopard de Dedo, pourtant 3 quartiers des populations Douala. La Dynamo Club de Komondo, quartier regroupant les populations Bassa, l'Union Bamileke pour les ressortissants de l'ouest du pays, et à Yaoundé, le canon de Kondongo, le tonnerre de Mvogada, 2 quartiers et Wondo voisins, divisés pour mieux régner jusque sur les terrains de foot, comme en témoigne l'homme d'affaires Tadele Tessema, présenté comme le fils de Innekachu Tessema, ancien sociétaire du club de Saint-Georges d'Addis Abeba et entraîneur des Walia Antilopes d'Éthiopie à la CAN victorieuse de 1962. Les équipes étaient constituées sur des considérations ethniques et religieuses. La finalité, c'était de susciter les incompréhensions, créer des conflits entre ces différentes communautés. Longtemps utilisé pour diviser et mieux régner, le football va vite se transformer dès 1950 en catalyseur d'idées et d'énergie pour les populations opprimées dans la quête de leur affranchissement de la domination coloniale à travers l'Afrique. Ce programme vous est offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. Et un public reportage avant de mettre un terme à cette édition du 20h. La Société Générale Cameroun au chevet des entreprises frappées par la pandémie de Covid-19. Cette entreprise vient de mettre en place des produits adéquats pour assister les entreprises en difficulté. C'était au cours d'une cérémonie d'échange au JICAM. Reportage. Fidèle à sa tradition, Société Générale Cameroun a réuni les chefs d'entreprise camerounais dans un talk motivation dont l'objectif est de soutenir l'économie camerounaise. La 50e édition, qui s'est déroulée au siège du JICAM à Douala, avait pour thème les leviers de financement de l'entreprise. Une rencontre qui a permis à la SGC de proposer des solutions aux entreprises camerounaises essoufflées par diverses crises. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, des solutions de financement qui sont adaptées à leurs besoins. Que ce soit sur leurs besoins en fonds de roulement, leur CAPEX, nous sommes en mesure de leur délivrer des solutions de financement qui adressent leurs besoins. Par exemple, l'affacturage, le crédit de campagne ou le crédit bail sont toutes des solutions qui sont adaptées aux différents besoins de financement des entreprises camerounaises. Créée par les entrepreneurs pour les entrepreneurs depuis environ 60 ans, présente sur le triangle national et première sur le marché du crédit, la SG octroie des crédits aux entreprises qui respectent certains critères. Le premier critère d'éligibilité pour un crédit, c'est la capacité de remboursement de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à générer des cash flows qui permettent de rembourser les emprunts qu'elle fait auprès des banques. Banque tournée vers les entreprises, distinguée meilleure banque du Cameroun en 2020, Best Trade Finance Provider en 2020, meilleure banque d'investissement du Cameroun en 2020, Market Leader et Best in Services en 2020, deuxième meilleure banque spécialiste des valeurs du Trésor du Cameroun, Decade of Excellence Banking Group Cameroun 2020, la SG accompagne les entreprises à travers la maison de la PME. La maison de la PME, c'est d'accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs dans la formalisation, dans la structuration et de former le management aux techniques managériales de l'entreprise. Nous offrons un espace de coworking gratuit où ils peuvent venir recevoir leurs partenaires, ils peuvent discuter, ils participent à des formations
à des coachings, à des talk shows. Et déjà au moins 50 formations pour 330 entrepreneurs bénéficiaires de solutions innovantes de la SG. Nous sortons de cette rencontre assez satisfaits par ce que Société Générale peut offrir désormais aux hommes d'affaires camerounais. On note une autre amélioration dans le contenu et dans la qualité des offres de financement. On ne peut que l'encourager, et notamment tout ce qui est financement court terme. Société Générale Cameroun entend continuer à construire ensemble avec ses clients un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. C'est avec ce publi-reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou et ses invités pour la deuxième partie. Dès qu'il en soit, Serge Alain. On a frôlé le pire à Loum, vous l'avez dit dans votre journal, Julien Berthe Bissaï. Il faut rappeler, Serge Alain Autou, le pire a été évité de justesse à Loum dans le Mungo. Selon des témoins, le chauffeur d'un camion transportant ou de transport de sable parti de la ville de Douala pour Loum a perdu l'usage de ses freins et a achevé sa course folle dans un domicile où étaient endormis plusieurs personnes. Le bilan fait état de 3 blessés graves et d'importants dégâts matériels. Il faut le rappeler, Serge Alain Autou, que cet autre accident remet au goût du jour la problématique des visites techniques. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Et qu'il en soit, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julien Berthe. Très bonne soirée à vous. Bon week-end à vous également. Merci. Rendez-vous lundi.